Un projet de point de vue de présentation, sur la première page, vous allez retrouver la perspective. Les gens qui font les perspectives, normalement, comme vous avez pu le constater probablement, il y en a parmi vous qui n'aiment pas faire des perspectives. Il y a des gens qui sont pas habiles avec les perspectives parce que ça prend une perspective facile, c'est facilement faisable. Mais quand il y a une perspective comme celle que vous voyez devant vous maintenant, l'escalier qui descend courbé, l'espèce de cercle qui est placé là-bas avec plein de supports en dedans, vous regardez l'autre plafond qui est tourné de l'autre côté, puis ça tourne. Là, ça commence à être une perspective un peu complexe. Moi, depuis les années 90, j'ai fait connaissance avec un spécialiste en perspective. Et lui, ce qu'il fait, un peu pour se faciliter le travail quand il a des perspectives comme ça à faire, parce que pour lui, ça commence à faire compliqué, il va faire une modélisation 3D schématique. Donc, ça, dans AutoCAD, par exemple, tu es capable de générer l'escalier d'en haut jusqu'en bas. Il génère l'espèce de roue avec ce qu'il y a dedans. Il le place sur le bon plan, avec l'autre escalier, avec le plafond et tout. Il va juste mettre les lignes de base, les lignes constitutrices. À partir de ça, il imprime à la bonne échelle et il va placer sa feuille par-dessus, il va tracer les lignes de base et après, il va faire son travail de magie. C'est comme un magicien, les gens qui font les rendus de perspectives, ils ont beaucoup d'habileté, mais pour lui, il ne va pas perdre des airs parce que vous comprenez, pour une perspective, dans le temps, dans les années 90, il était payé 2000 $ pour faire une image. Donc, à 2000 $ et il faisait la coloration avec des feutres, puis avec quelques crayons couleur. Il ne faisait pas l'aquarelle, donc lui, il était très habile avec les feutres. Et on pouvait voir ces images un petit peu partout sur les chantiers de construction. Monsieur, Oui, vous avez dit 2000 $ l'image? comment? Vous avez dit 2000 $ l'image Oui, dans les années 90? oui. C'est combien maintenant en 2021? Dessin à la main, ça doit être autour de 3500. Mais là où vient le problème, c'est la compétition avec les ordinateurs. Donc, lorsque tu fais une modélisation 3D avec Revit, par exemple, donc, quand on fait ça avec Revit, euh, tu gagnes la modélisation et à partir de la modélisation, tu fais tes images rendues. Donc, les clients, maintenant, ils ont tendance à demander ou à engager des spécialistes en BIM, B-I-M, BIM, Building Information Model. Donc, eux, normalement, ils vont exiger un prix de base pour le modèle 3D et par la suite, un prix pour chaque image rendue sortie. Donc, on peut, dépendamment de l'ampleur du projet, la grosseur, ça peut varier entre 3000 $ à 7 000 à 8 000 $ pour le modèle BIM, et par la suite 500 $ par image. Oh, D'accord? ouais, merci, hein. Mais pour les perspectives à main levée, ça, lui, quand il mettait le prix de 2000 $ dans le temps, je me rappelle que dans ce temps-là qu'on parle, il ciblait un revenu sur à peu près 7 jours de travail. Donc, ça, c'était son revenu pour 7 jours. Maintenant, on cible souvent à peu près 500 $ par jour. Donc, tu dois calculer, si tu veux apprendre comment calculer tes heures de travail et comment faire l'argent en fonction de ce que tu fais. Mais tout va dépendre, bien sûr, de tes habiletés. Imagine quelqu'un qui fait une perspective tout croche. Euh, autant qu'il met des heures dessus, si la perspective n'est pas bonne, il ne sera jamais payé un cent. OK? Il faut que ça soit fait correctement. Et lui, ce qu'il fait, vous savez, la partie la plus compliquée de la perspective, c'est de dessiner la base.
Alors oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à l'école d'architecture où j'étais étudiant dans le temps et il a demandé qui sont les plus habiles en 3D. Donc, il a fait connaissance avec moi et il m'engageait à, il me donnait 100 $ ou 200 $, dépendamment du projet, pour lui faire un rendu, pas un rendu, une modélisation schématique. Et honnêtement, entre vous et moi, ça me prenait à peu près 1 heure pour le faire. Donc, j'étais payé 100 $ comme étudiant pour travailler 1 heure. Pour faire rien que lui, tout ce qu'il voulait, il voulait les lignes que vous voyez. Si vous regardez la perspective, il voulait les lignes de base. Pour qu'il mette ça derrière sa perspective, il les trace. Et comme ça, lui, il va passer son temps après juste à mettre les détails. Si tu as toutes ces lignes, regardez les lignes. Vous avez 7 lignes ici. Vous avez 7 lignes. L'endroit où les marches tombent. Donc ça, tu n'as plus besoin d'aller chercher où est-ce qu'il faut mettre chaque ligne de marche. En faisant ça, il est capable de savoir déjà si jamais il y a des détails à mettre, mais il peut les ajouter à main levée. Regardez, il y a déjà les subdivisions pour le plafond. Donc, s'il a des luminaires à placer, il a juste à le placer au centre des panneaux. Donc, imaginez pourquoi je vous dis ça. Parce que si dans les années début 90, au milieu 90, déjà des spécialistes en perspective, ils comptaient sur au moins un dessin schématique pour commencer leur perspective. Alors ça vous dit qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui fait une perspective à main levée de A à Z. C'est une perte de temps. Donc oui, moi je vous ai enseigné les techniques. Donc maintenant, ça c'est le moins de choses à faire qu'en 2 ou 3 cours, vous avez appris la technique, comment mesurer la profondeur à l'échelle. Et ça, je pourrais vous dire que allez-y sur YouTube, cherchez sur n'importe quel dessinateur, ils ne savent même pas comment le faire. C'est vraiment horrible. Mais moi, je pense qu'il faut ça fait partie de notre culture, d'au moins, si vous n'avez pas des instruments et vous êtes mal pris, que vous soyez capable déjà de dessiner quelque chose respectable pour quelqu'un comme designer intérieur. Alors, on se base sur l'ordinateur pour faire même un dessin à la main ou encore on fait tout à l'ordinateur dorénavant. Vous allez voir de plus en plus que l'ordinateur est devenu très puissant à un point inimaginable. L'année prochaine, vous allez déjà faire avec moi Revit et vous allez voir comment on est capable de monter un projet complet. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas? Que ce soit à l'ordinateur ou à la main levée, c'est la mise en page. La mise en page est pas mal encore la même. Donc ici, si je regarde cette première page, on a le titre de projet, le titre, l'adresse, une perspective générale, une table de matière. Regardez la table de matière. Elle est placée ici. Donc, on dit pour chaque page, regardez, les pages sont numérotées. Alors, pour chaque page, on va dire, par exemple, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, je regarde ici. Page numéro 1, donc ici, ils vont te dire, page numéro 1, c'est le title page. Donc, c'est la page de présentation que vous allez appeler en français, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour commencer, ici, j'ai Design Factors. Donc, les facteurs de design, vous allez avoir certaines informations spécifiques reliées, par exemple, à la quantité de pieds carrés habitables de votre projet. Ça peut être le coût général de la design et de la construction. Donc, vous avez des informations complètes, générales, pour dire que les exigences de design, c'était quoi. Par la suite, vous avez ici des abréviations. Donc, c'est très important, avant que tu commences à lire un livre, que tu saches, par exemple, c'est quoi, quand l'auteur écrit LOL,
Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire LOL. Moi, quand on m'envoyait des messages, puis on écrivait des LOL dans le fond, je ne savais même pas c'était quoi les LOL. J'avais pas le moins d'idées de ça, ça remonte au début, là, quand ça a commencé. Donc, quand tu veux parler avec les gens avec des abréviations, il faut que tu t'assures qu'ils comprennent ce que tu dis, sinon ils vont penser que le LOL, c'est 101, c'est la loi 101 des Français, ils vont penser que c'est autre chose, il y a toutes sortes de significations à ce type de choses. Donc, si vous avez les abréviations, puis vous avez en bas les symboles. Donc, ça, c'est tes symboles à toi. Lorsque vous travaillez avec AutoCAD, tout ça, c'est fait dans un gabarit. Un gabarit, on appelle en anglais template. Tu fais ton fichier comme template. Peut-être que ce sera intéressant que je vous montre un, juste pour un peu ajouter à votre culture, vous préparer pour ce qui s'en vient dans votre carrière. Donc, ça va venir dans mon AutoCAD tantôt. Mais je vais retourner, continuer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on fait un template qui a des symboles spécifiques à nous. Quand tu commences ta carrière, tu commences avec, par exemple, le symbole de coupe. Donc, si je m'approche un petit peu pour voir. Donc, ici, j'ai le symbole de coupe. Vous voyez? Donc là, je vais aller dans AutoCAD, je vais ouvrir mon template. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire avoir un template. Donc ici, je vais dire en réseau. Je retourne en arrière. Ça, c'est mon template. Donc, quand je regarde mon template, qu'est-ce que j'ai dans le template? Je vais retourner encore au complet. Donc, vous allez voir que je vais commencer par ici. J'ai mes symboles à moi. Donc, ça, c'est mon symbole de coupe. Ça, c'est mon symbole de matériaux sur le mur. Ça, c'est mon symbole de niveau. Ça, c'est les fenêtres, les portes, les titres. Donc, ça, c'est spécifique à moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis à des échelles différentes. OK? Puis, par la suite, j'ai les types de lignes qui sont propres à mon utilisation. Je regarde encore aussi qu'est-ce que j'ai. J'ai les types de lignes qui sont propres pour mon dessin. Donc, par exemple, la couche addenda, ça va être en cette couleur. La couche aménagement, ça va être dessiné avec cette couleur. Donc, mes layers pour générer les épaisseurs de lignes. Donc, la même affaire pour les cotes. Donc, comment les cotes sont faites? Les cotes, ils vont être comme ça, dépendamment de l'échelle. Hein? Donc, tout ça, c'est ça dépendamment des échelles. Donc, ici, les leaders. Donc, vous voyez comment, lorsque tu commences ton dessin, tu as déjà tous tes templates, ton gabarit, à un moment donné, il doit être fait une fois pour toutes. Et souvent, ce que j'ai vu, c'est que les étudiants comme vous, lorsque vous faites votre premier stage, vous rentrez dans un bureau, vous allez tout de suite vous rendre compte que le patron, il vous rencontre la première journée, puis il vous dit, nous, on travaille avec ce template. Tu n'as pas le droit de dessiner ce que tu veux. La couleur rouge, pour nous, c'est le texte. La couleur grise, c'est les lignes de dimension. On imprime à telle épaisseur. Ils vont vous donner un peu, c'est comme ce qu'on faisait à l'école primaire, les codes de vie. Quand vous rentrez dans un bureau, vous allez avoir le code de vie. Ils vont vous dire exactement quel format, quel type de font utiliser pour écrire. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive si vous faites n'importe quoi? Vous allez vous retrouver à la porte dans pas beaucoup de temps. Alors, un de mes étudiants qui a été engagé à un moment donné dans un de mes anciens bureaux, il m'a demandé une lettre de référence, donc je l'ai référé. Il n'a pas duré plus que 2 semaines parce qu'il ne voulait pas respecter. Il pensait qu'il y a un espace pour l'originalité quand ça vient à ce type de choses.
Dans un bureau d'architecture ou design intérieur, ils ne veulent rien savoir de changer leur template. Parce que ces templates-là, un designer intérieur aura passé un mois à les travailler et il a investi beaucoup de temps et d'efforts pour qu'à la fin dire, ça c'est mes codes à moi, ça c'est ma couleur de ci, ça c'est ma couleur de ça c'est mes fenêtres, tout ça, c'est tout fait. Lorsque c'est réglé, tu viens travailler chez eux, tu travailles avec leur template. Après, ce que tu peux faire, c'est qu'ils font les étudiants, ils copient les templates. Ce n'est pas du vol, parce que je crois que la plupart des patrons, ils savent que ça se partage, mais ils ne s'attendent pas à que tu le copies tel quel. Donc, si tu le prends, et après tu le modifies. Tu changes certaines choses selon tes besoins, selon ta façon de faire. Donc, tu vas l'adapter à tes besoins. Et une fois que ton template est fait, ça va régler un petit peu ta signature en architecture. Ta touche, ta façon de dessiner, elle va être propre à toi. Puis ça aussi, c'est là, vous voyez pas ici le cartouche. En passant, ça appartient à une designer intérieure, une de mes clientes à qui je donne des cours privés. Et j'ai travaillé avec elle maintenant pour intégrer son template dans un autre logiciel qui est Revit. Donc ça, c'est une de mes clientes. Moi, j'ai la mienne qui est un peu différente. Donc, chaque architecte, chaque designer, il a sa propre façon de faire ses gabarits. Donc, c'est pour ça que ce que je vous dis sur cette première page, ce n'est pas anormal d'avoir, par exemple, ça, les notes que vous voyez à droite, imprimées sur un cahier 8,5 par 11, et quand il vient le temps de les mettre là-bas, on les coupe et on les colle. OK? C'est aussi simple, dépendamment du type de feuilles, parce que ces types de feuilles, après, ils vont être photocopiés. Donc, il est commun de coller quand même des feuilles par-dessus des feuilles, mais il faut que ça soit bien collé, et de passer ça dans la machine pour photocopier après. Donc, et où il y en a qui écrivent ça au complet. Maintenant, à l'ordinateur, tu as juste à les prendre et les placer, et ça imprime tout seul. Qu'est-ce que je trouve aussi sur la première page? Je trouve les cartouches. Donc, qu'est-ce que je trouve dans les cartouches? En haut, j'ai le nom des designers. Et ces designers, comme ils travaillent à la mer, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a intégré son logo dans la cartouche. Moi, je suis beaucoup plus minimaliste. Je préfère réduire. La plupart des architectes sont très minimalistes. Ici, c'est un style un peu plus flagrant, mais c'est bien. On entend que ce soit chaque personne il a sa propre façon de faire. Donc ici, je vois Edwins. Donc ça, c'est le groupe, ça c'est le projet. Par la suite, j'ai la date, le numéro de projet. Donc, c'est quoi le numéro de projet dans les bureaux d'architecture? Le numéro de projet, il commence toujours par l'année. Un bureau multidisciplinaire, il va commencer par un préfixe qui désigne les types de projets. Donc, si j'ai travaillé, par exemple, j'ai travaillé à ARCOP, qui est un bureau qui fait autant de design intérieur que de l'architecture et de l'urbanisme de temps en temps. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, les projets de design intérieur, ils vont les commencer par PI pour projet intérieur, architecture PA, projet en architecture, et en urbanisme PU. Donc, ils vont commencer avec un préfixe P pour projet, et par la suite, la lettre qui correspond au type de projet qu'ils font. Tout de suite après, on va trouver l'année. Donc, les projets 21, vous allez avoir 21 en premier, 21 underscore. Donc, ça veut dire que c'est l'année 2021. Et par la suite, le numéro, ça va être le premier projet de l'année 2021, ça va être 0001. On met 3 zéros, espérons que nous allons faire 1000 projets pendant l'année.
Donc, vous allez écrire 0001 ou si vous pouvez ajouter d'autres zéros si ça vous tente. Donc, ici, si je regarde ce projet, regardez bien, c'est 99 pour 99. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont mis 999, tous les 3 9 pour l'année. Et par la suite, je vois 101. Donc, 101, ça veut dire qu'ils sont rendus déjà au projet 101. Ou ça peut être leur premier projet, puis le premier 1 qu'ils ont mis, c'est qu'ils ne comptent pas à partir de 0, ils comptent à partir de 100. Donc, ils vont faire 101, 102, 103, 104, 105. Et comme ça paraît mieux aussi pour ton client. Parce que si, par exemple, en mars, tu fais un projet pour un client, puis là, ton projet, c'est 0001, ça paraît pas bien. Ça paraît comme si tu n'as pas beaucoup de projets, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc, plutôt ce que tu fais, tu commences avec 101, puis là, ça paraît mieux. De toute façon, déjà, si tu te rends en une année jusqu'à 70, donc tu vas aller de 101 à 170, ça veut dire que tu as fait pas mal de projets cette année-là. Mais moi, comme je travaille surtout comme consultant, et comme consultant, j'ai fait beaucoup de projets parce que des fois, c'est des petits projets. Donc, des fois, par exemple, on me demande, peux-tu nous vérifier si notre toit est conforme à je ne sais pas quoi. Donc, mon projet, c'est de vérifier la conformité d'un toit. C'est un projet qui peut prendre une demi-journée. Je le commence à 9 h du matin, je le termine à midi. J'ai fait un rapport et je l'envoie au client avec toutes les recommandations que j'ai faites. Donc, ou je peux avoir un autre projet qui peut prendre 6 mois de travail. Donc, des projets de demi-journée, donc tu pourras avoir 200 projets en une année. OK? Après ça, vous allez voir qu'il y a un tableau de révision. À quoi il sert le tableau de révision? C'est qu'à chaque fois que tu as fait un design, vous savez, le design, il ne se fait pas avec les clients jour par jour. Et si c'est le cas, vous n'allez pas faire de l'argent. Vous allez mourir de faim. Parce que les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent la plupart des fois. Donc, si à tous les jours, tu fais quelque chose, puis tu leur dis, est-ce que vous aimez? Puis les regardent et disent, oh non, non, peut-être qu'on aimerait le changer, puis on aimerait faire ci, puis on aimerait faire ça. Puis tous les va-et-vient, au début, ça peut être positif, mais rapidement, il peut tourner au vinaigre. Parce que ces types de conversations à l'infini avec les clients vont faire d'une sorte que le client il va perdre de l'appréciation de ce que vous faites. Parce qu'il va se sentir que lui, il a été impliqué dans toutes les étapes et lui, il est aussi capable que vous de faire le design. Peut-être même que c'est lui qui a fait le design, vous n'avez rien fait. Peut-être c'est ça l'image qu'elle a dans sa tête. Et ça crée vraiment une confusion totale. Dans le design, on ne travaille pas jour par jour avec les clients. On fait, regardez ici combien de lignes vous avez. 1, 2, 3, 4, 5. On appelle ça des checkpoints ou des moments de révision. Comment ça fonctionne? Donc, la façon où le modèle qui a été proposé pour expliquer ce type de design, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Donc, en fait, la façon que ça fonctionne, vous allez, je vais prendre ici la ligne bleue, vous allez faire, vous avez une commande. Donc, ici, vous avez une commande. Oh, c'est horrible ça. Donc, je vais aller prendre mon outil de texte et je vais écrire, c'est plus facile. Donc, ici, j'ai une commande par le client. Et cette commande-là, ça va requérir que moi, je fasse un design. Donc, je fais une proposition. On part avec la commande. Donc, moi, je vais travailler ma boîte noire, qu'on aimerait que ce soit une boîte de verre, mais dans ce qu'il y a dans notre tête, c'est opaque, c'est une boîte noire.
Mais depuis les années 60, on essaie qu'on regarde dans la tête et voir qu'est-ce qui se passe. On aimerait que ce soit une boîte transparente, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Donc, j'ai fait un design ou une proposition. D'accord? Donc là, je viens de faire une proposition. Je vais même... la proposition, on peut l'appeler aussi image. Ça, c'est très important à comprendre. Design, proposition, image. Parce que moi, quand on m'a donné la commande, j'ai fait des analyses. Donc, je vais commencer par faire ici. Après que j'ai reçu la commande, j'ai fait des analyses. À partir des analyses, je vais faire une proposition. À partir de la proposition, je vais maintenant critiquer la proposition avec le client. Donc ça, c'est le moment de critique. C'est ce que vous faites en atelier que vous allez faire demain. Vous allez faire une critique. À partir de cette critique, je vais analyser de nouveau ce que je vais analyser les critiques. Par la suite, je vais faire une nouvelle proposition. Et ensuite, je vais critiquer la proposition. Ensuite, je vais faire d'autres analyses. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais faire une page vide. Comme ça. Et là, maintenant, ça s'appelle un cycle. Donc, je vais prendre ce cycle et je vais le faire encore. Et maintenant, vous posez la question, combien de fois on va faire ce cycle? Parce que il faut que tu te dis, je vais prendre maintenant les crayons, vous allez voir ce que je vais faire. J'ai reçu la commande. Okay. Après que j'ai reçu la commande, j'ai fait une analyse. Après, j'ai fait une proposition. De la proposition, j'ai critiqué la proposition. De la critique, j'ai fait une nouvelle analyse. De cette analyse, j'ai fait une nouvelle proposition. J'ai critiqué avec les clients la proposition. Basé sur ces commentaires, j'ai analysé ces commentaires. Et à partir de ça, j'ai fait une autre proposition. À partir de cette proposition, on a critiqué avec lui. Et je l'ai fait encore. Par la suite, j'arrive ici, là, et je fais la proposition finale. Donc, ça, c'est des cycles. Ça, c'est le premier cycle, deuxième, troisième, quatrième. Ça, c'est, ici, c'est ma proposition 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Et ça, c'est 4. Au bout des 4 évolutions, qu'est-ce qui arrive dans votre design? Quand vous commencez votre design, vous le commencez très loin des objectifs des clients. Tu commences ici, c'est très loin. Parce que tu as compris, mais lui, peut-être, il ne le sait pas bien exprimé. Nous, on n'a pas bien compris. Ou on a compris, mais notre solution n'est pas encore parfaitement conforme à sa commande. Le plus qu'on a d'expérience, le plus qu'on est capable de nous projeter directement vers la fin. Ça, c'est un peu comme les légendes de l'architecture, comme Frank Lloyd Wright, qui regardait un site, il voyait déjà le projet fini. Nous, on est des simples mortels, on n'est pas capable de faire ça. Donc, on fait des cycles. Ça, c'est le cycle 1, 2, 3, 4. Quand tu fais ton contrat avec ton client, tu lui dis, tu décides déjà combien de révisions tu veux faire. Donc, tu lui dis,
On va faire design 2 semaines. Après, on va faire une première révision. Après, on fait 2 semaines. Après, on fait la deuxième révision. Après, on fait 2 semaines. On fait la troisième révision. On fait 2 semaines et on donne le produit final. Donc, tu te mets des objectifs clairs ici. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Puis ici, tu dois t'assurer qu'est-ce qui a fonctionné quand tu critiques et tu analyses qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et par la suite, tu fais ici ta deuxième. Il faut qu'il y ait des objectifs clairs. Puis, basé sur ces objectifs, le client, il sait qu'on est en train d'avancer ou on est en train de tourner en rond. Parce que ça peut être juste ça. Ça s'appelle tourner en rond. Donc, tourner en rond, ça ne vous amène nulle part. Il faut que ça évolue. Il faut que tu sens que la commande du client, je vais la dessiner en rouge, la commande du client qui est sa ligne de sa satisfaction. D'accord? Ça, c'est la ligne de satisfaction des clients. Quand toi, tu as commencé avec ta proposition très loin de sa ligne de sa satisfaction pour la première semaine, parce que tu n'as pas encore eu le temps de tout faire, mais il faut qu'on sente qu'on est en train de s'approcher au fur et à mesure qu'on avance. On est en train de nous approcher de sa ligne de satisfaction. Puis, en fait, rencontrer ses objectifs. OK? Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça va décider combien vous êtes payé. Donc, ça te permet d'évaluer. Tu le dis au client dès le départ quand vous voulez signer le contrat. Tu lui dis, très bien, le projet va prendre 2 mois de travail. Il va avoir 4 révisions. 4 révisions. Et à la 4e, ça va être le final. Et comme ça aussi, ça le donne au client un moment précis pour qu'il arrête. Parce qu'il y a des clients qui n'arrêtent pas. Ils pensent que les designers, il n'a rien dans la vie que de juste, surtout si le projet, il est à forfait. Vous avez 2 types de projets dans l'architecture. Le projet à forfait, ça veut dire que le client il vous dit, je vous donne 25 000 $ pour faire le projet. Là, vous êtes tout content. Yeah, j'ai 25 000 $. Et tu te dis, comment tu vas me payer les 25 000 $? Non, il va te dire, je vais te le payer. Lui, c'est qu'il va vous dire, je vais te payer les 25 000 $ quand le projet est terminé et je suis content. Non, il ne faut jamais faire ça. Jamais dans la vie. Alors, tu te dis, comment nous allons le faire? Tu lui dis, j'ai 4 moments précis. Au premier moment, si on est d'accord qu'on a atteint les objectifs, tu me payes 20% ou 25%. Donc, si c'est 20 000 $ le total, tu me donnes 5 000 $ ici déjà. Après, je travaille 2 semaines. Après 2 semaines, on a des objectifs clairs. Les objectifs sont atteints, donc tu me payes l'autre 25%. C'est comme ça que vous gérez votre vie. Vous ne gérez pas votre vie avec, parce que le stress que vous allez avoir, lorsque vous lui dites, il va me payer seulement ici, il ne va jamais payer. Il ne va jamais payer. S'il paye 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, il paye. Et je vous dis d'expérience, je sais qu'il y a des clients qui ne payent pas. Donc, il te dit, fais-moi un design, je vais aller à la banque pour prendre un prêt lorsque tu termines le dessin. Tu lui fais tout le travail, tu lui donnes. Il va à la banque le refuse et tout meurt là. Hey, jamais été payé, ça se fait pas. Donc, ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le contrat à forfait. Vous spécifiez le moment et ça seulement si vous connaissez bien les clients. Si vous connaissez que c'est un client honnête, vous avez déjà fait des projets avec. Maintenant, un client que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment il travaille, vous travaillez à l'heure. Donc, à l'heure, vous lui dites, après 2 semaines, on va faire la première révision. Il va vous dire, d'accord. Vous lui dites, pendant 2 semaines, moi, je travaille 70 heures.
Puis pour 70 heures, pour votre heure de travail et votre heure de travail bureau, OK? Quand vous êtes à la pige, on s'attend que vous demandez entre 50 dollars et 75 dollars maximum quand vous êtes à la pige. Mais si vous travaillez comme un bureau, là, vous allez être payé entre peut-être 125 à 150 dollars à l'heure. Parce que dans ces frais, il y a les secrétaires, les bureaux et tout ça. Mais il faut que vous ayez un vrai bureau, que les clients, ils viennent, ils visitent votre bureau. Si vous êtes à la pige, il ne va pas accepter de payer ça. Il va plus payer quelque chose proche de ça. Parce que vous travaillez de chez vous, donc il ne va pas penser. Et même si vous chargez 150 dollars, par exemple, il va espérer que pas toutes les heures soient 150 dollars. Donc, il va espérer que vous ayez un employé qui travaille à 50 ou 75 dollars et qu'il y a des heures d'administration qui sont un peu plus chères. Mais bref, quand on s'entend à l'heure, donc à l'heure, les clients auront tendance à essayer de finir vite pour économiser, à moins que ce soit quelqu'un de confortable. S'il a déjà en tête un prix, disons 25 000 dollars, s'il a déjà un prix en tête, donc lui, il va déjà vous dire un petit peu quand est-ce qu'il aimerait finir. Parce que s'il voit qu'il est rendu ici et le projet n'avance pas, puis il n'y a pas de solution possible, il peut avoir des problèmes. Il ne va pas seulement arrêter le contrat, mais il peut dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Donc, selon les objectifs, quelqu'un peut être poursuivi en cours. Si je suis payé, mais les objectifs ne sont pas rencontrés, donc là, il peut avoir des problèmes. Une compréhension de ça vous permet, pourquoi vous devez comprendre ça aussitôt dans votre carrière? C'est pour implémenter dans votre tête ce mécanisme de travail. Comment travailler, cette espèce de cycle. Et ça me ramène à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Ces espèces de cases de révision. C'est ça les cases de révision. Quand une case de révision est placée avec une date, un titre, donc le titre, par exemple, aménagement intérieur ou matériaux et donc dans la révision 3, on a décidé de tous les matériaux, c'est tout fait et il n'y a plus de discussion sur ça, céramique, bois, peinture, couleur, tout c'est fait. Et après, ce que vous allez voir la date, la signature, votre signature et la signature des clients. Et il faut que ça soit sur une feuille. Lorsque c'est signé par les clients, ça veut dire que vous avez le droit à être payé. Il ne peut pas venir après dire « Ah, mais je ne suis plus… Parce que lui, lorsqu'il signe, il vous donne l'approbation pour commencer la prochaine phase. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse de pratique très importante que vous ayez ça en tête et que vous ne travaillez pas seulement comme des étudiants. On n'est plus au secondaire. Là, vous êtes en train de vous former comme des vrais professionnels. Donc, en même temps que vous apprenez comment dessiner, vous apprenez aussi comment travailler. Donc, ici, j'ai appris le numéro de feuille. Donc, feuille 1, 2, 21. Il y a différentes façons de les dessiner. Puis, vous avez le titre ou la phase. Donc, maintenant, avant de passer à la prochaine page, qui est le plan, je vous donne une petite pause. Donc, il est 10h10, on se voit à 10h20. D'accord? Donc, la deuxième, souvent l'hiérarchie des pages est très importante. Après la page de présentation, on tombe au plan. Dans des plans d'architecture, on va retrouver l'implantation et par la suite le sous-sol. Dans le design intérieur, comme ce n'est pas la même chose que l'architecture, nous
ne nous soucions pas de l'implantation ou de paysagement. Donc, c'est pour ça qu'on va directement à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est encore le même concept. Vous avez, par exemple, le cartouche, ici placé à droite, et le répète en bas. Votre dessin, il y a ici 2 dessins sur la même page. C'est très commun. Et par la suite, on a les fondations ici et le plancher. Regardez les cotes, comment ils sont placés. Et je vais vous montrer maintenant comment faire les cotes à l'instant. Les murs sont remplis. Souvent, pour les plans de présentation, les murs sont remplis. Et par la suite, vous pouvez voir les matériaux sur le sol. On a des cotes intérieures et des cotes extérieures. Mais comme c'est un dessin de design intérieur, vous allez voir que les cotes extérieures, en réalité, sont aussi des cotes intérieures. Donc, normalement, les cotes extérieures dans l'architecture, ils cotent seulement les ouvertures, les volumes. Les volumes, ça veut dire comme, par exemple, tu pars de ce mur à ces murs, à ici, il y a un changement de plan, à ici, à la fin. Et par la suite, tu cotes les fenêtres. Tandis qu'ici, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont coté les murs intérieurs. Donc, ça, c'est vraiment comme un plan de design intérieur. Là où il y a le plus de cotes, c'est à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de cote transversale qui va passer d'un côté à l'autre et il va coter tout ce qui se passe à l'intérieur. On va en mettre un à l'horizontale, un à la verticale pour tout côté. Et même des fois, on va les mettre en diagonale s'il le faut, comme ici. Donc, comment on cote? Donc, je vais vous faire une petite présentation des cotes parce que c'est le moment d'en parler. Donc, je vais aller dans mon logiciel graphique d'Autodesk, ici. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est pas compliqué. Donc, disons que je suis ici, ça, et je vais dessiner une petite architecture. Donc, disons que j'ai un plan, je vais changer, je vais dessiner mes murs extérieurs avant. Donc, mes murs extérieurs, ils vont être épaisseur 5. Donc, ça va être très épais. Après, je peux effacer. Ça, c'est exactement comme si je suis en train de dessiner à la main, exactement comme vous travaillez. Donc, à partir de là, je vais, par exemple, dessiner mes murs intérieurs. Admettons qu'ici, j'ai une porte patio. Donc, regardez comment je vais créer une intersection pour les pointes. Là, maintenant, je peux continuer, mais je vais effacer, je vais changer la ligne. Une bonne méthode de travail que je vous ai expliqué dans le passé serait de dessiner tout votre dessin avec un trait 1. Pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez venir dessiner par-dessus. Donc, si je dessine ça comme ça, maintenant ici, je vais avoir une fenêtre. Ce n'est pas grave, je le dessine au complet. Comme ça. Maintenant, je vais décider où est-ce qu'elle est ma fenêtre. Admettons que la fenêtre, elle est ici. Donc, je vais dessiner avec mon trait fin. Qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Je vais
cette ligne, elle est supposée d'être mince. Pourquoi? Parce que c'est une ligne en élévation. Et les autres, elles vont être des lignes épaisses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends, disons, les faces. Et je vais effacer ici. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Donc, c'est pour ça que je vais dessiner avec un crayon à mine. Et c'est seulement à la fin que je vais utiliser mon crayon à l'encre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller changer l'épaisseur de mes lignes à 5. Donc ça, c'est mon trait gras. Et je vais dessiner mes murs. Donc regardez comment je dessine maintenant avec beaucoup plus de confiance parce que je dessine par-dessus des lignes déjà dessinées. Donc ça, c'est exactement comme si vous dessinez à la main. Donc si je fais un dépassement comme ça, je vais retourner avec l'efface tantôt et le travailler. Donc ça ressemble un petit peu à un dessin fait à la main. Comme vous voyez, c'est sûr que je peux mesurer les épaisseurs du mur comme il faut. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pu travailler. Regardez l'efface ici, elle est trop grande. Vous, ce que vous faites, vous utilisez les gabarits d'efface. Donc, si vous voulez effacer à l'intérieur du mur, vous utilisez le gabarit. Donc, ici, je peux maintenant enlever ça. Je peux les effacer juste à peine, même s'il reste un petit peu, c'est pas trop grave, c'est beau quand même. Donc, maintenant, je vais retourner. Disons que j'ai une fenêtre ici aussi. Bien sûr que moi, j'aurais pris la mesure. Comme ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le trait 1. Et avec mon trait 1, je vais dessiner les lignes d'élévation. Donc, ici, j'ai une ligne d'élévation. Ici, j'ai une ligne d'élévation. Ici, j'en ai une. Et ici, j'en ai une. Celle-là, la dernière, elle était un petit peu mal orientée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner, admettons, à l'intérieur des fenêtres. Donc, ici, je vais me dire, il y a une ligne ici et une ligne ici. Ça, c'est mon cadre. Et dans mon cadre, je vais avoir les deux cadres. Et par la suite, je vais avoir la vitre qui est un peu placée du côté extérieur. Et je vais la doubler. Donc maintenant, ça commence à faire... Je vais comme aller dans les propriétés et lui dire l'opacité, le mettre à 100%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'opacité à 100%? Ça veut dire que je vais presser sur mon crayon entièrement. Et je vais augmenter ma vitre à 2. Donc, comme ça, je vais mettre mon premier panneau et mon deuxième panneau. Qu'est-ce que je vais aussi accentuer? Le cadre. Parce que le cadre est coupé. On dit que ces lignes, 1, 2, 3, 4, elles ne sont pas coupées. Donc, je recule un petit peu et je regarde ma fenêtre. Ma fenêtre, elle ressort. Elle n'est pas uniquement, ça a l'air tout égal. La modulation, elle fait ressortir. Je vois qu'est-ce qui est coupé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je peux faire la même chose si on veut répéter le même exercice. Donc, toujours la même façon, la même technique.
vous commencez par dessiner avec un trait fin. Puis, lorsqu'on est prêt, là, le trait fin, il n'est pas transparent. Donc, j'aurais pu, par exemple, dessiner ça avec même au moins que 1. Je vais voir si je peux aller à 0,5. Oups. Voilà, ça c'est bien. Donc, c'est toujours la même façon de faire. Et après avoir fait ça, je vais aller changer à 2. Et maintenant, je peux m'approcher. Je dessine mon cadre. Et par la suite, je vais dessiner. Comme ici, je ne peux pas aller plus que ça. Parce que c'est comme il y a moins d'espace. Et si j'avais à faire cette porte, mais c'est la même affaire. Mais regardez, je ne vais jamais dessiner le cadre ici et le cadre là-bas sans avoir dessiné les lignes en bas. Pourquoi? C'est parce que si vous le faites, ce n'est pas garanti que vous allez être au même endroit. Comme lorsque je dessine ma ligne au complet, comme ça, je sais que mon cadre ici, il va être parfaitement vis-à-vis l'autre. Tandis que si je ne fais pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, si c'est une porte, ce que je suis en train de faire, je peux dessiner une ligne centrale comme ça. Et là, ici, je vais avoir un côté et de l'autre côté parce que les portes sont superposées. Et maintenant, je vais dessiner qu'est-ce qui est coupé. Parce que c'est une porte patio. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ici, ça va être ma porte coupée. Celle-là. Ces deux-là sont coupés. Et celle-là, elle est coupée. Par la suite, je vais mettre ici une vitre. Et je vais mettre ici une vitre. Maintenant, je recule. Regardez la porte. C'est pas mal, ça. OK? Maintenant, mon plan commence à avoir l'air d'un plan comme bien dessiné. Aux instruments, c'est pas mal ça, là, ce que je m'attends quand on fait des plans. Maintenant, disons qu'il y a ici des hachures. Donc, je vais aller avec la ligne la plus mince possible. Disons point 1. Point 1, c'est 4H. Regardez comment il a trouvé l'équivalence. C'est 4H. Donc, disons que je vais avoir ici une ligne. Je vais ici avoir une ligne. Moi, personnellement, j'aurais pu mettre ça sur un autre layer, mais vous, quand vous dessinez à la main, vous pouvez dessiner avec un trait extrêmement fin pour créer votre composition. Donc, admettons que ici, j'ai des céramiques ou je ne sais pas quoi. Donc, je peux dessiner juste un moment, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. OK. On continue. Donc, maintenant, rendu ici, on est capable de prendre, par exemple, la mesure. Si vous avez comme normalement, vous allez faire la mesure, puis vous allez, par exemple, identifier à quel endroit il va avoir en utilisant votre échelle, bien sûr.
Donc, vous mesurez là où il va avoir les lignes et vous les dessinez pour créer comme des tuiles. Les lignes de tuiles, il faut qu'elles soient le plus minces possible et il faut qu'elles soient des lignes parfaitement uniques, comme continues d'un bout à l'autre. Donc, si j'ai maintenant, je subdivise ça. Très bien. Donc ça va m'amener maintenant, disons que ça, c'est mes tuiles. Ça va m'amener maintenant à la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est les annotations. Donc, regardez le plan de quoi il a l'air. Regardez comment les lignes coupées sont bien ressorties. Regardez les fenêtres, comment on sent qu'est-ce qui est coupé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les lignes sont droites. Donc, quand j'arrive pour faire les cotes maintenant, donc, les cotes, normalement, on les dessine avec les lignes le plus minces possible. Donc, point 1. Et admettons que je veux coter ce côté, le côté bas. Donc, premièrement, je vais coter, moi, ma façon de faire, je cote les murs intérieurs lorsque je travaille en design intérieur. OK? Donc, pour commencer, vous faites quoi? Vous commencez par dessiner la ligne d'arrivée de vos cotes. Et par la suite, vous dessinez immédiatement la deuxième. Maintenant, je vais aller ici et je vais juste m'éloigner un petit peu. Je ne vais pas le faire toucher. Donc, je vais m'éloigner à peu près de la hauteur, la demi-hauteur d'un texte. Et maintenant, la même chose ici. Je mesure ma fenêtre, mais ma fenêtre, je vais la mesurer seulement à la première ligne. Ma deuxième fenêtre, je vais la mesurer à la première ligne. Ici, le changement de volume. Par la suite, la première fenêtre, le début, l'arrivée. Maintenant, il y a plusieurs façons de coter les fenêtres. Souvent, ce qu'on peut faire, on peut mesurer du centre au centre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais immédiatement effacer le dépassement exagéré des lignes. Donc, ce que je n'ai pas besoin, je l'enlève déjà, comme ça. Donc, ça, c'est vos lignes de cote pour commencer. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une ligne oblique à 45 degrés et je vais m'approcher. Maintenant, ce que je vais faire, ma ligne pour les lignes obliques, je vais la monter peut-être à 3. Je vais vous montrer plusieurs styles de comment on les fait. Mais ce qu'on va dessiner maintenant, on l'appelle le tic. Et le tic, il va aller à peu près de vis-à-vis le dépassement. Bon, vous me dites, le dépassement, ça va être de combien pour le cote? Mon truc, c'est de toujours se référer à la hauteur du texte. La hauteur du texte, rappelez-vous ça bien, c'est à peu près 1/8 de pouce. En millimètres, 2,5 millimètres. Donc, lorsque vous cotez, vous mettez vos cotes, le texte, normalement, il est 2,5 mm. En pied-pouce, c'est 1/8 de pouce. Les dépassements de ligne, ici, vous pouvez jouer entre la moitié de la hauteur du texte, donc 1,25 mm, jusqu'aux 3/4 de la hauteur du texte. Et vous avez à décider. Chaque bureau aura sa façon de faire. Le tic, regardez bien comment il est plus épais. Donc, je vais venir ici, je mets exactement au centre. Maintenant, l'autre école de faire le tic, l'autre méthode, serait de le faire un peu comme la fenêtre. Donc, plutôt que de mettre 3 ici, je vais mettre peut-être 2. Donc, ça, c'est les types
normalement des gens qui aiment avoir un style plus personnel. Donc, tu peux faire 2 traits, mais là, il faut que presque qu'elle se tous. C'est sûr que quand tu n'as pas le temps, cette méthode, elle peut prendre du temps. Donc, là encore, c'est pas assez proche. Voilà, comme ça. Donc, il y a des gens qui vont aller avec 2 traits. Des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller avec 2 traits, mais pas aussi épais que ça. Donc, si je le fais qu'il y a double, ça va avoir l'air épais. D'accord? Donc, ça veut dire que si je fais ça comme ça, et je mets le deuxième maintenant, voilà. Ça, c'est exactement comment on le fait. Donc, comme vous voyez la différence, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup plus cet effet que ça. Mais dans les deux cas, ce que vous remarquez, c'est que, je vais juste mettre ça à 45 degrés de nouveau. C'est ça. Donc, il faut faire ça exactement à 45 degrés. Dans les deux cas, ce que vous remarquez, c'est que les tics ressortent par rapport aux lignes de cut. Donc, ça, c'est très important. Je vais maintenant en mettre quelques-unes. Donc, moi, je vais aller avec juste un trait. Il y a des gens, ce qu'ils font avec AutoCAD, par exemple, ils paramètrent AutoCAD pour qu'il crée des tics de 2 lignes parallèles pour avoir cet effet parce qu'ils trouvent que c'est très beau. Ah. Bon. Donc, je vais en mettre les 2 autres. D'accord. Donc, ça, le dernier, il est mal tombé. Donc, ça, c'est l'éthique. Et vous pouvez constater le dépassement. Normalement, la hauteur du tic d'un côté à l'autre, c'est exactement la hauteur du texte. Donc, maintenant, je vais écrire mon texte. Donc, je vais vous montrer un petit peu parce que le texte est encore pas parfait. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous rappeler de ces informations que je vous donne maintenant. Ça s'apprend comme ça, là. Je veux dire, il y a quelques ouvrages qui vont vous expliquer aussi, mais on l'apprend comme ça. Moi, je l'ai appris de même. Donc, votre texte, la hauteur par-dessus la ligne de cut, il faut qu'il soit entre un tiers à un demi de la hauteur du texte. Donc, si la hauteur de ton texte, il est 1/8 de pouce, donc tu laisses 1/16 entre la ligne et le début du texte. Je vais aller maintenant au plus mince possible et aussi transparent parce que je ne vais pas presser beaucoup sur mon crayon. Je peux aussi changer la couleur. C'était très commun de dessiner avec une couleur bleue parce que dans les blueprints, la couleur bleue n'apparaît pas. C'est quoi le blueprint encore? C'est la méthode qu'on photocopiait les pages. Ça se faisait avec dans l'encre bleue. Donc, tout ce qui est dessiné en bleu n'apparaissait pas. En tout cas, regardez comment je vais maintenant monter ma ligne et je vais dessiner là la hauteur de mon texte. Comme ça. Ensuite, ce que je vais faire à 2 tiers, quelque part ici, je vais dessiner aussi une ligne. Il y a des gens qui le mettent à 3/4. Là, moi, ça tombait plus en moitié. Là. Et normalement, juste faire attention. Avec l'habitude, on est capable de bien comme savoir où le mettre. Donc, je vais le remonter un petit peu, moi, parce que moi, mon style de texte, je suis plus rapproché vers le haut. Comme ça. Voilà.
Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'approcher et écrire mon texte. Je vais essayer avec la souris, c'est pas facile, mais on va tenter. Donc, je vais aller vers la couleur noire. Maintenant, vous me dites, à combien tu mets ton texte? Le texte, tu ne veux pas que ça soit super mince, mais tu ne veux pas que ça soit trop gras d'une façon que ça soit illisible. Donc, il y a un entre les deux. Donc, normalement, le texte, tu le mets avec le plume 2. Donc, normalement, c'est la ligne de l'élévation, quelque chose comme 0,2 mm. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai combien? J'ai à peu près, disons que j'ai 1,5, soit 750 mm. Donc, je vais écrire 7. Voilà. Donc, je recule maintenant pour voir. 750, regardez la hauteur. Je me suis servi de la ligne de 2/3 pour faire mon 5. Maintenant, ici, admettons que j'ai 2 mètres ou 2,50 m ou 2,755 m. Donc, comme vous voyez, lorsque je travaille en millimètres, j'utilise les millimètres. Pourquoi les millimètres? Parce qu'avec les millimètres, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de décimale. Donc, je vais écrire ici. Je vais me servir de la ligne pour commencer, pour tourner. Donc, disons 2750. Là, mon zéro n'est pas beau. Donc, je vais tout de suite l'effacer. Normalement, quand vous voulez écrire, ce n'est pas compliqué de s'assurer que donc, ton zéro, ici, il descend droit. Et s'il monte droit, c'est juste ici qu'il peut pencher vers la gauche. Donc, tout ton texte ici, il est penché. Ça peut être un petit peu penché. Ça peut être un petit peu penché comme ça. Et on peut pencher vers le haut les éléments qui regardent vers le haut. C'est sûr que pour les chiffres, c'est un peu compliqué, mais pour comment ça s'appelle, pour le texte, c'est plus facile. Donc, je peux pencher ça un petit peu, pencher comme ça. Ça, c'est le 7. Ça, c'est le 5. Ah, le 0 est allé trop gros. Donc, vous voyez, droit et ici penché, ici penché, ici penché. Donc, ça, c'est plus mon style d'écriture. Et vous continuez. Maintenant, si vous voulez écrire quelque chose comme texte, donc si je m'approche ici, par exemple, le plus important, c'est que la ligne droite soit droite, verticale. La verticalité est très accentuée. Donc, par la suite, je peux utiliser comme des lignes obliques. Maintenant, le N, souvent, on le ramène jusqu'à la ligne. Et après, on descend ça comme ça. Vous remarquez? Le T, je dessine ma ligne verticale avant, puis par la suite, je la fais monter. Le R est un peu plus compliqué pour beaucoup de gens, mais ce que tu fais comme un P qui est comme à la hauteur et un peu penché. Donc, il va finir ici. Puis par la suite,
C'est pas facile de dessiner avec la souris, mais quand même, c'est pas mal, mon écriture. Maintenant, des fois, on tombe avec une ligne horizontale. Il faut pas. Si c'est tout penché, on le fait tout penché vers le haut. OK. Donc, comme vous voyez, c'est très important. Il y a deux éléments importants à identifier lorsque vous faites votre texte. La verticalité. Donc, je vais aller ici. Donc, la verticalité, elle est maintenue. Si vous remarquez, le début de lettre, c'est presque toujours à la même distance. Regardez ici, toutes les distances sont toutes égales. Deuxième chose, les proportions de texte. Donc, les 2/3, 1/3 ou le 1/4, 3/4. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le 2/3, 1/3. C'est à peu près ça, là. Regardez. 2/3, 1/3. Et par la suite, le troisième élément, c'est les lignes obliques à 15 degrés ou 30 degrés, dépendamment vous aimez quel type. Donc, si je vais chercher ici ma règle, donc je vais aller à 15 degrés. Ça, c'est 15 degrés. Donc, regardez, c'est pas mal ça, là. Donc, on est dans les 15 degrés, ici. D'accord? Donc, maintenant, regardez mon R. Je ne l'ai pas fait. Il aurait fallu que je le fasse. C'est juste que je n'ai pas réussi. Donc, après, tu le fais tourner aussi à 15 degrés, ici. Là, il dessine en bas, là. Donc, je vais aller ici. Vous voyez le R? Il va faire ça, ça, puis après, il tourne et là, il descend. Et voilà. Donc, je retourne un peu en arrière pour voir. D'accord? Donc, le texte, ça se construit. Et comme vous voyez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, lorsque tu fais un dessin, donc ça, vous êtes tous capables de faire. Vous êtes tous capables de faire quelque chose qui ressemble à ça, que ce soit du point de vue du texte, que ce soit du point de vue de modulation et hiérarchie. Donc, du point de vue des dessins techniques, c'est les éléments les plus importants à connaître ou à apprendre. Là, c'est juste pour finaliser la présentation. Je vais retourner ici. Donc, je vous ai montré le plan. Maintenant, on a vu le code, on a vu le texte. Regardez ici le texte, comment il est écrit. Donc, chaque dessin, il a un titre et vous pouvez mettre l'échelle ou bien au bout de la ligne ou bien en dessous du nom. Les élévations, je trouve que cette page, elle est très busy, elle est très occupée. Normalement, on essaie de dégager un petit peu. Si je regarde les élévations intérieures, c'est comme j'ai expliqué la semaine dernière, donc je ne vais pas retourner sur ça, mais c'est très important comment indiquer les titres avec l'échelle, avec le nom du dessin et sur quelle page c'est placé. Donc ici, les élévations, ils sont avec le plan réfléchi sur la même feuille. Le plan réfléchi qui indique l'éclairage. Et comme vous voyez ici, vous avez la légende de l'éclairage. Donc, c'est la légende des symboles de l'éclairage. Donc, si vous voyez bien, ça vous dit chaque type de symbole. Ça, c'est des interrupteurs, des lumières de plafond et ainsi de suite. Comme ça, on est capable de savoir c'est quoi. Donc, ça, c'est l'interrupteur qu'on voit juste en passant. C'est un cercle avec deux lignes. C'est une prise de courant. Souvent, le signe de dollar que vous voyez sur le mur, c'est l'interrupteur pour ouvrir la lumière. Et par la suite, il y a un fil
il y a un fil raccordé avec la lumière du plafond. Ça, c'est le circuit. Donc, ça nous dit que de cet interrupteur, je suis capable d'allumer cette lumière et ils sont raccordés en série ou en parallèle, dépendamment. OK. Donc, si je regarde, ça, c'est un autre projet. Donc, vous voyez un autre type de cadre. Et vous pouvez voir, donc c'est très important de savoir, juste une seconde, les cotes. Maintenant, regardez bien, la personne qui a fait ça, il est allé mettre les cotes dans la ligne. Vous ne faites jamais ça. Je ne sais pas pourquoi cette personne l'a fait, mais nous, dans l'architecture, on ne met jamais le texte dans la ligne. On le met par-dessus la ligne. C'est un détail important normalement pour nous. Et si vous voyez comment le texte il est placé, donc je vous envoie ça pour que vous l'utilisez comme référence aussi. Maintenant, ça m'amène un peu à la disposition des pages. Donc, ça, vous gardez ça là, dans votre carrière pour vous rappeler un petit peu la page 1. Regardez votre page 1. Donc, juste une seconde. Je ne vois plus mon curseur. Ah, OK, là, je le vois ici. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas me permettre d'avoir le crayon. Peut-être parce que je suis zoomé. Ah, OK, voilà, je l'ai eu. Donc, lorsqu'on regarde ici, ça c'est la page 1. C'est la page 1, donc là, ça vous explique en général qu'est-ce que vous mettez sur votre feuille. Donc, vous avez la perspective, le titre, le plan de localisation, les symboles, les abréviations et tout ça. Sur la deuxième, vous avez le plan avec légende et notes. Maintenant, il y en a qui les mettent des côtés droits. Puis là, vous allez, ici, vous avez plan élargi avec des détails. Le plan élargi est très important parce que vous prenez un plan qui est à l'échelle 1/8 ou échelle 1/4, puis vous l'agrandissez à une échelle 1/2, par exemple. Et ça vous permet de mieux voir certains détails rapprochés, comment placer certaines choses. Par la suite, regardez qu'est-ce que vous avez ici. Plan défini. Là, je suis désolé, je ne suis pas dans le bon ordre. Donc ici, ça c'est le plan de présentation. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Ça c'est 3. Donc, coupe avec les portes. Donc, les 4 ici. Vous avez le wall section, donc coupe de mur, avec des élévations intérieures. Par la suite, j'ai encore des élévations intérieures. Dans le 6 ici, nous avons Furniture Legend. Donc, ça, c'est les mobiliers. Plan de mobilier. Donc, ça, en design intérieur, ça, c'est le type de plan que vous devez produire. En architecture, on ne fait pas ça. On fait plan, élévation, coupe de murs, détail, tableau de porte, et voilà. Tandis que dans le design intérieur, vous avez d'autres responsabilités. Donc, plan, ça c'est le plan général. Par la suite, coupe, beaucoup d'élévation intérieure, parce qu'il faut quasiment faire des élévations intérieures partout. Vous travaillez en élévation aussi, vous ne travaillez pas seulement en plan. Donc, les matériaux sur le mur, vous avez beaucoup de travail que vous faites. Donc, regardez la liste ou la légende de mobilier. Donc, vous faites un tableau, vous mettez le nom de chaque mobilier, combien vous en avez, c'est qui les manufacturiers, et ainsi de suite. Et là, ici, on va tomber sur le plan élargi avec des détails pour mieux comprendre votre design. Ici, on va trouver au plan défini, donc les matériaux.
Ici, les matériaux, puis là, vous allez avoir un tableau des matériaux. Donc, ici, vous mettez le symbole des céramiques. Vous expliquez ces céramiques sont de quelles dimensions, de quel manufacturier, quelle épaisseur, antidérapant ou non, et ainsi de suite. Là, ici, par la suite, le plan réfléchi, donc votre plan d'éclairage. Par la suite, votre plan d'électricité. Le plan d'électricité, ce n'est pas la même chose que le plan réfléchi. Parce que sur le plan d'électricité, vous allez avoir les prises de courant, les interrupteurs et tout ça, et comment ils sont interreliés par les circuits. Là, ici, vous avez, donc celui-là, il va montrer surtout le plafond, ici. Ça, c'est surtout le plafond. Tandis que celui-là, il a l'électricité. Et celui-là, l'éclairage. Donc, en plus d'électricité, on place des appareils d'éclairage et on fait un tableau des appareils d'éclairage. Et ici, des spécifications additionnelles. Donc, ça, c'est un projet typique de design intérieur. Vous devez garder en tête ce type de layout que lorsque vous êtes appelé à faire un projet, que vous saviez qu'est-ce que vous avez à produire. Donc, maintenant, quelques petites informations importantes concernant les feuilles. Ta feuille, lorsque tu l'as fait, tu dois toujours garder 1,5 pouce à gauche pour attacher les feuilles. Si tes feuilles, c'est de 18 pouces ou 24 pouces, donc que ce soit des A2 ou A1, ça va toujours être attaché ici. Tu dois garder cette distance. Ça ici, tu dessines rien. Par la suite, lorsque tu places ton dessin, j'ai vu quelques-uns tantôt, vous mettez vos dessins quasiment jusqu'à côté de la ligne. Ça ne fonctionne pas. Vous devez garder à peu près une zone libre autour de votre feuille que vous ne touchez pas. Donc, c'est entre à peu près 1 pouce que tu laisses libre. Donc, autour de votre cadre. On ne peut pas voir, par exemple, un dessin qui quasiment touche le cadre. Des fois, la reproduction tourne mal et il y a une partie cachée ou une partie mal imprimée. Donc, ici, ils vous disent, laisse typiquement un demi-pouce. Ça, c'est pour le cadre, ici. Donc, pour le cadre, tu laisses un demi-pouce. Et moi, je vous dis, à l'intérieur du cadre, laissez aussi à peu près entre un demi-pouce et 1 pouce. Laissez votre dessin respirer. Ne surchargez pas trop. Et que vous mettiez votre cadre, votre title block à droite ou en bas, dans les deux cas, dans l'architecture, on attache à gauche. Donc, ce type de dessin, on ne l'attache pas en haut. Dans tous les cas, on les attache à gauche. OK? Puis ça, c'est un plan agrandi de cartouche pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, je l'ai expliqué tantôt, je ne vais pas y retourner. Mais ici, c'est mieux expliqué. Donc, si vous voulez vous rappeler un petit peu, retournez à cette page, regardez tous les éléments que normalement vous trouvez dans une cartouche. Et si je retourne un petit peu sur les abréviations, normalement, on a quoi? Donc, ça, c'est un exemple à garder si jamais vous voulez savoir. Donc, je vous ai gardé ça avec une élévation, les types de symboles qu'on utilise pour la coupe d'une élévation. Par la suite, comment on écrit le titre. Et ici, comment on met le code, à l'exception que, normalement, on met le texte par-dessus la ligne. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un document de standard, on appelle, standard de bureau. Je vais vous le mettre sur Studium à feuilleter, à regarder avant le prochain cours. Donc, c'est un document très intéressant qui vous montre un peu toutes les choses qu'on utilise normalement dans l'architecture comme standard. Donc, voici pour aujourd'hui, pour la présentation. Si vous avez une question spécifique concernant ce qu'on vient de voir, on va commencer avec ça.
Donc, c'est ça. Si vous avez une question spécifique, commencez par me poser vos questions.